T'as l'écran, à toi l'antenne. Ok, ben merci beaucoup. Ben voilà, je viens juste de démarrer l'enregistrement. Voilà. Et vous avez un petit sondage qui s'affiche là sur le chat. Donc, et j'en mettrai quelques-uns un petit peu au fur et à mesure. Comme ça, on va s'amuser un petit peu. Attention, il y a pas de mauvaise réponse, pas de bonne réponse. C'est juste pour vraiment s'amuser. Alors voilà, donc pour venir un petit peu, parce que je suppose qu'il y a des gens qui ont plein de questions par rapport à moi. Donc effectivement, je suis installé aux États-Unis depuis 12 ans et j'ai commencé à faire un travail. Enfin, mes études, c'est un diplôme d'ingénieur au début, au niveau de Felma. Euh, et puis après, je suis passé en doctorat sur Grenoble. Et puis, bon, j'ai fait 3 ans, beaucoup de papiers. Et puis, au milieu de mes études, j'ai rencontré des gens ici en anglais qui m'ont dit, bah, faut faire ce dossier. Et puis, comme ça, vous pourrez venir travailler avec nous si c'est accepté. Ça a été accepté. Je suis parti à l'anglais donc en 2009. Et bon, les travaux au niveau de la science ici, ça fonctionne beaucoup sur projet. Donc, on écrit des projets, on les met, et si c'est accepté, ben, on en a pour quelques années supplémentaires. Et si on a plein de projets, ben, on peut faire beaucoup de choses en parallèle. Donc, c'est un petit peu la manière dont je travaille maintenant. Je fais du lidar dans l'atmosphère, je travaille sur les radiations des astronautes. Et ce dont on va parler aujourd'hui, l'astrobiologie. Alors, la question qu'on se pose, parce que là, bon, je suppose que vous avez entendu beaucoup parler de tout ce qu'il y a, c'est pourquoi étudier les atmosphères planétaires? Parce que on sait que la vie sur Terre, nous, on la vit, on a besoin d'une atmosphère, mais on sait qu'il y a certains animaux, une atmosphère ou pas, ils vivent dans l'océan, dans des grottes. Bon, il n'y a peut-être pas vraiment de besoin d'atmosphère pour eux. Mais la question, c'est quand même, est-ce que l'apparition de la vie nécessite une atmosphère? Parce qu'en fait, c'est très bien d'avoir une vie qui est sous un océan, mais s'il faut une atmosphère pour créer les molécules nécessaires à l'apparition de la vie, et ben là, on n'aura jamais de vie dans des océans, dans des planètes océans, ou dans des planètes où il y a des océans sous la glace. Il y a aussi un autre problème sur le pourquoi on veut étudier les atmosphères planétaires, c'est comment observer la vie sur d'autres planètes. Parce que on peut aller in situ, c'est-à-dire aller sur la planète et essayer de chercher de la vie. Alors peut-être qu'il y en aurait sur Vénus, mais peut-être pas. Ou on pourrait essayer de les détecter à distance sur les exoplanètes, mais là c'est très très loin. Et le seul moyen vraiment d'observer, ben, c'est d'observer les atmosphères et de détecter de la vie. Alors là, je vais mettre euh, un nouveau sondage. Et voilà. Et vous allez y répondre. Alors, ce sondage, il est très important pour moi. Euh, Pourquoi? Parce qu'il dit quelque chose sur la manière dont vous avez entendu parler de l'astrobiologie. Donc, quand on parle d'astrobiologie, énormément on parle de l'habitabilité d'une planète. Et quand on dit l'habitabilité d'une planète, il y a beaucoup de gens qui ont des visions différentes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut aller sur la planète et bon, ben voilà, pas de problème, ça prend un peu de temps, mais on y va, et puis on sort dehors, et puis on peut aller se balader. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'eau liquide, mais par contre qui peut être extrêmement chaude ou extrêmement froide? Est-ce que ça veut dire qu'il y a de la vie?
Et alors là, je sais, c'est Team Aliens parce que bon, bah voilà, on va sur une planète, c'est peut-être pas très bon pour nous, et puis on a des grosses bestioles qui sortent, et voilà, bon, bah, c'est habitable. Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut la coloniser? Donc on arrive, il y a un petit peu de travail à faire, et puis voilà, on est là, et puis c'est fini. Euh, on travaille un peu, on peut survivre. Voilà, donc voilà, j'ai 7 réponses. Alors, on est combien en tout? Hop là. Voilà. Donc 9 réponses, parfait. Donc, alors, dans les réponses, j'ai 77% disent qu'il y a de l'eau liquide. Par contre, il peut faire 90 degrés. Et j'ai 11% sur la team alien, 11% sur la team interstellar. Bah, très bien. Donc, je vais vous dire, il n'y a pas de fausse réponse sur ce point. Par contre, quand on parle avec des exobiologistes, ils disent que il y a de l'eau liquide. Alors moi, j'aime pas vraiment le terme d'habitabilité, pour être parfaitement honnête, parce que c'est vraiment un terme qui est très mal placé. Quand on parle, euh, on pense vraiment à tout et à, et à, et à, à l'exception de oui, c'est juste de l'eau qui va bien. Donc bon. Euh, c'est comme ça, on fait avec, et quand on discute, on est obligé d'être vraiment très précis sur ce problème-là. Euh, alors, ça pose maintenant beaucoup de questions. Premièrement, est-ce qu'on peut détecter les exoplanètes qui sont habitables? Attendez, hop là. Voilà, pardon. Euh, euh, Alors, il y a la question de la détection de l'habitabilité d'une planète, parce que bon, voilà, on sait qu'il y a peut-être des atmosphères, mais bon, est-ce que c'est possible de voir si ces atmosphères sont là? Euh, et après, il y a la question du passé. Est-ce qu'il y a des planètes qui étaient habitables dans le passé? Par exemple, ben là, vous avez probablement entendu parler il y a quelques jours de l'histoire de Vénus qui, bon, certains disent qu'elle aurait été habitable, mais maintenant nouvelles simulations disent que non, c'est pas possible, ça aurait pas vraiment été habitable. Alors, c'est pas un problème, oui ou non, mais la question c'est pourquoi, comment on fait pour voir ça, comment on fait pour le prouver, et au final, en dehors de l'habitabilité, comprendre comment les atmosphères sont là, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des phénomènes qui sont beaucoup plus intéressants qu'on n'observe pas dans le système solaire. Et ça peut être vraiment bizarre. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va commencer à voir comment on arrive à créer une petite atmosphère. Alors, voilà, je pense que vous voyez mon système. Euh, une atmosphère, voilà, c'est ce qu'il y a ici au milieu. Et nous, on a l'habitude de l'atmosphère comme quelque chose de vraiment très statique parce que on n'est pas des Martiens. Les Martiens, eux, ils ont un petit peu plus l'habitude de voir l'atmosphère comme quelque chose de bizarre parce que la pression atmosphérique de Mars varie de l'ordre de 30%. Parce qu'il y a une partie de l'atmosphère qui se condense. Donc on a de la neige qui se forme. Mais ce n'est pas de la neige juste de nuages, c'est vraiment de la neige qui provient du CO2, donc de l'atmosphère. Et donc une partie de l'année, on a une atmosphère qui est beaucoup plus faible que dans d'autres parties de l'année. Donc c'est des problèmes de condensation et de fixation de l'atmosphère. Il y a aussi une partie qui est évaporation. Donc quand sur Mars, bah, c'est l'été, ça chauffe et puis on remet l'atmosphère depuis les glaçons.
Ensuite, il y a un phénomène sur lequel je pense que vous êtes un tout petit peu familier. Alors, on appelle ça outgassing, mais c'est vraiment relâcher des gaz dans l'atmosphère. Donc, c'est le volcanisme, par exemple. Le volcanisme qui met plein de gaz. Et ça change aussi la composition de l'atmosphère, la densité de l'atmosphère. Donc ça, c'est vraiment les échanges entre l'atmosphère et tout ce qui est sol, océan. Mais ensuite, on a une autre partie qui est tout ce qui est les météorites qui vont commencer à nous donner de l'atmosphère. Et à la grosse flèche, l'échappement. Comment est-ce qu'on perd une atmosphère? Et c'est vraiment le gros problème à l'heure actuelle dans les études scientifiques. Et donc c'est pour ça qu'on va l'étudier en détail dans cette présentation. Et bon, alors on pourrait s'imaginer, bon ben voilà, ça s'échappe. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement complexe parce qu'il y a plein de moyens de faire s'échapper une atmosphère. Et ça peut vraiment changer la définition d'une atmosphère au cours de la vie de la planète. Alors premièrement, qu'est-ce qu'une haute atmosphère? Et j'ai mis l'accent dans le mauvais sens. Horreur, horreur. Donc, on va regarder où est-ce que l'atmosphère elle s'échappe. Quand elle s'échappe par le haut, ben, il faut voir un petit peu quelle est la limite entre ce qui est considéré le gaz appartient à la planète, et donc c'est l'atmosphère, et puis le gaz n'appartient plus à la planète, il est parti, et voilà, c'est échappé. Et il y a une limite, qui est très 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 importante, c'est la haute atmosphère, c'est vraiment l'interface entre l'espace et l'atmosphère. Alors, on appelle ça haute atmosphère, c'est en fait deux choses, c'est la thermosphère, donc la partie de l'atmosphère qui est très très chaude, et elle est un petit peu ionisée, c'est-à-dire qu'on a des atomes, on enlève leurs électrons, et ça c'est quelque chose qui est très sensible aux champs électriques et magnétiques. Et donc, c'est mélangé, les deux. Et c'est ce qui réagit beaucoup avec le Soleil, avec toutes les particules qui viennent de l'espace. C'est là où il y a les aurores boréales et australes qui arrivent. Et donc, voilà, on appelle ça la haute atmosphère. Alors, techniquement, sur Terre, on appelle ça l'espace, hein, parce que c'est au-dessus de 100 km. Alors, bien que ce soit l'espace, par définition, on a toujours beaucoup d'atmosphère et beaucoup de phénomènes qui apparaissent. Et donc, les aurores boréales, là, le vert qui est derrière ici, eh ben, c'est vraiment là, c'est la haute atmosphère. Alors, il y a beaucoup de paramètres qui influencent les hautes atmosphères. Premièrement, il y a la composition de l'atmosphère en elle-même. On va en parler un tout petit peu, mais sur différentes planètes, une composition différente, ça veut dire qu'on a une haute atmosphère qui est très différente. Sur Terre, par exemple, on est beaucoup avec de l'oxygène et de l'azote, donc ça fait qu'on a une thermosphère qui est à une température de l'ordre de 1000 degrés. Mais quand on va vers Mars ou Vénus, bien qu'elles soient beaucoup plus proches du Soleil, on a des températures beaucoup plus faibles parce qu'elles ont du gaz carbonique qui agit comme un radiateur. Alors, le CO2, on a l'habitude de dire qu'il chauffe à basse altitude, mais à haute altitude, c'est l'inverse. Il refroidit parce que il irradie en rayonnement, et le rayonnement part dans l'espace au lieu d'être absorbé. Donc, quand on est vraiment au niveau du sol, le rayonnement est absorbé, donc il fait chaud. Mais quand on met le CO2 proche de l'espace, ben, il va émettre le rayonnement dans l'espace et il va baisser la température. Et donc, ce qui fait que sur Vénus, bien qu'elle soit plus proche du Soleil, la température dans la haute atmosphère est beaucoup plus froide. C'est de l'ordre de 0 degré Celsius, 300 Kelvin.
On a beaucoup d'autres phénomènes qui interviennent au niveau des particules du Soleil qui tombent, du rayonnement très énergétique du Soleil. Et puis après, on a tout ce qui est champ magnétique, on a le vent solaire. Bon, c'est beaucoup de choses et il y a beaucoup de problèmes à prendre en compte. Là. Ça, c'est une petite image pour dire, voilà, ça, c'est l'atmosphère et à quoi ça ressemble en fonction de l'altitude. Alors, nous, on vit là, on est dans la troposphère. Après, la stratosphère, c'est là où on envoie les ballons. Donc, la prochaine fois que vous entendrez les personnes dire qu'en envoyant un ballon, ils sont à la frontière de l'espace, bah, c'est juste là. Donc, au-dessus, il y a la mésosphère et enfin, on a la thermosphère. Donc, on est très, très loin d'être à la frontière de l'espace. Et donc, voilà, la thermosphère qui va très, 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 très loin. Pour comparaison, la station spatiale internationale, elle vole ici. Pareil pour Hubble, il vole par ici. Donc, on arrive toujours à ces altitudes-là à détecter, des particules de l'atmosphère, bien qu'il y en ait très peu. Et bon, quand on regarde un petit peu cette image, bon, on voit aussi que les différents types de rayonnement UV du Soleil arrivent à différentes altitudes. Donc, quand on a des gens comme moi qui travaillons sur les autres atmosphères, quand on parle d'ultraviolet, on parle de extrême UV, phare UV, et après les UV qui arrivent vers la Terre et qui font des cancers aux gens, bon, on considère que c'est négligeable et qu'il n'y en a pas. Alors, comment on étudie ces hautes atmosphères en pratique? Il y a beaucoup de possibilités. Bon, alors, moi, je suis plutôt du côté de la modélisation, mais il n'y a pas que ça. Alors, la modélisation, ça permet de savoir comment les particules interagissent avec les atmosphères, comment on irradie, comment ça change et comment l'atmosphère va vraiment répondre à toutes ces particules que l'on lui envoie. Mais il y a des choses très importantes par ailleurs. Premièrement, les expériences de laboratoire. Les gens en parlent très peu, mais quand on a des modèles tels que ceux que je fais, on a besoin de mettre dedans des paramètres. Par exemple, comment est-ce qu'un atome de CO2 va répondre à l'irradiation dans l'extrême ultraviolet? Ça, il n'y a pas moyen de le deviner. Il faut vraiment travailler dessus. Et les expériences de laboratoire sont vraiment nécessaires à ce niveau-là. Alors, les grands physiciens vous diront qu'il y a moyen de calculer en pratique ces interactions, mais ça demande tellement d'ordinateurs que c'est beaucoup plus simple d'avoir des expériences. Et ensuite, on a les observations par satellite. Donc, on envoie un satellite qui mesure les particules vraiment dessus qui arrivent et qui permettent de voir, déjà, est-ce que nos modèles sont bons, et puis permettent de donner des paramètres nécessaires au modèle. Et puis, on verra par ailleurs que pour observer les exoplanètes, on aura besoin d'un satellite vraiment spécifique. Alors, quand on parle d'atmosphère, on entend beaucoup parler d'un cas précis et très 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 particulier, c'est le cas de Mars. Alors je vais vous mettre une nouvelle hop là, un nouveau, il va arriver, hop là, j'ai fermé les autres, voilà. On va parler un petit peu de Mars et de l'échappement de l'atmosphère de Mars. Alors, vous voyez, ça, c'est sur la surface de Mars, c'est pris par Curiosity. Et c'est une pierre qui est très intéressante parce qu'elle a des couches comme ça qui semblent indiquer qu'elle a été érodée et travaillée par l'eau. Donc, la présence de l'eau, la présence d'une rivière, ça veut dire que Mars avait une atmosphère très dense et assez chaude par le passé. Parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, Mars ne peut pas avoir de l'eau qui coule de manière régulière.
parce qu'il fait déjà beaucoup trop froid. Et puis, comme l'atmosphère est très faible, et ben, on aura tendance à s'échapper très, très vite. Donc, on peut avoir éventuellement un petit peu d'eau très, 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 très salée qui va couler un petit peu, mais pas plus. Alors, donc, il y avait une atmosphère très, très dense par le passé, c'est-à-dire qu'il y a très probablement eu un échappement énorme de son atmosphère. Donc, la question, c'est, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce que l'échappement de Mars à l'heure actuelle? Bon, est-ce que c'est est-ce que c'est un pot d'échappement? Est-ce que ça va à 25 fois la vitesse de l'échappement sur Terre, parce que la Terre elle est protégée par le champ magnétique et pas Mars? Est-ce que c'est à peu près la même chose que sur la Terre? C'est-à-dire qu'on échappe à la même vitesse? Est-ce que c'est très dangereux pour les satellites et on en a perdu pas mal à cause de l'échappement? Alors, là, je vais vous laisser 2 minutes, hop là, pour répondre. Hop là. Voilà. Cette réponse. Ah, 8 réponses. Bon, on va dire que c'est bon. Alors, je vais repasser là-dessus. Ah, je peux pas répondre, pas de case à cocher. Ah, ok, bon, c'est... Bon, petit problème technique. Bon, bon. Ouais, alors je permets Ouais. d'intervenir. Il faut peut-être juste cliquer sur le bouton qui est au milieu de votre écran, qui s'appelle probablement afficher la conversation. Et avec votre mollet de la souris, vous remonterez en haut du formulaire et là, vous pourrez cliquer sur une des 4 possibilités. Hop là, je vais fermer les poules précédents. Ça va. Voilà. Et puis, normalement, ça devrait être bon. Voilà, bon. Voilà, bon, on va dire que c'est bon. Et puis, on va discuter de là-dessus. Et bon, ah, ok, ben. Hop là! Eh ben non. Je vois que vous avez mis à 62%, 25% de l'échappement de la Terre, car elle est protégée par son champ magnétique. Et on a eu 37% qui a dit c'est sensiblement la même que sur la Terre. Eh ben, voilà, oups, pardon. Voilà, c'est sensiblement le même que sur la Terre. Alors oui, ça peut surprendre, ça peut beaucoup surprendre, mais les satellites ont fait des mesures. Il y a Maven qui a fait des mesures, Mars Express. Ils ont trouvé des niveaux d'échappement sur Terre et sur Mars, et puis on s'est rendu compte que c'était à peu près la même chose. Et de même pour Vénus, c'est très 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 similaire. On n'a pas sur Vénus ou sur Mars des échappements qui sont des milliers de fois plus gros que sur la Terre. Et bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça n'a probablement pas été comme ça dans le passé, heureusement, parce que sinon ça expliquerait pas beaucoup de choses. Et puis bon, on va voir que quand même c'est des choses qui sont assez bizarres et qui ont beaucoup changé dans les dernières années. Et pourquoi je vous ai eu? Parce que vous avez probablement tous entendu parler de la Terre protégée par son champ magnétique. Et il y a 10 ans, il y a 15 ans, effectivement, c'est quelque chose qui était vraiment pensé comme ça. Il y a vraiment les gens qui pensaient que la Terre était vraiment protégée pour l'échappement. Et les mesures, ça montre des choses totalement différentes. Et là, il nous faut un petit peu de temps avant que ça passe pour tout le monde. Alors, ça, c'est une image qui est assez importante à voir.
Et c'est un petit peu ce qui fait que les gens ont perdu de vue l'idée que le champ magnétique ne protégeait pas tout. C'est qu'on a énormément de phénomènes qui permettent de faire s'échapper une atmosphère avec ou sans champ magnétique. Premièrement, on va voir qu'est-ce qu'on appelle l'échappement thermique, qui est l'échappement le plus important d'une planète dans sa vie. Ensuite, à l'heure actuelle, on a deux types d'échappements. Les échappements pour les planètes magnétisées et pour les planètes non magnétisées. Quand on est sans champ magnétique, on va voir qu'on arrive à taper directement sur l'atmosphère, ce qui permet d'en échapper. Mais quand on est dans une planète qui est magnétisée, et ben là, le champ magnétique va interagir avec la planète et le champ magnétique va créer des champs électriques. Ça va être compliqué. Alors, on va commencer par l'échappement thermique. Alors, l'échappement thermique, je pense que le plus simple, c'est de regarder de l'eau. Et quand on a de l'eau qui est un petit peu chauffée, mais qui n'est pas en ébullition, ben on voit un petit peu au-dessus donc la vapeur. Et on sait que là, on est en train de perdre de l'eau avec cette vapeur. Et ben c'est exactement ce qui se passe avec l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'échappement thermique lent, l'échappement de Jeans. Et c'est comme ça que, à l'heure actuelle, eh ben on perd 1,5 kg d'hydrogène par seconde sur Terre. Mais après, on a l'échappement rapide. Et là, c'est une bouilloire. Et on la fait bouillir. Et on a énormément de bulles qui se forment. Ça part à toute vitesse. Et bien là, c'est l'échappement hydrodynamique. Donc, c'est un petit peu comme quand on a une comète qui se fait souffler. On a énormément de particules qui sortent. Voilà, on est rapide. C'est l'échappement hydrodynamique. Alors, on va faire un tout petit peu de physique. C'est en fait quand on fait des calculs de la vitesse des particules, et ben on a ce genre de courbes qu'on appelle des maxwelliennes. Et ces courbes, elles varient en fonction de la température. Alors si on a là c'est sur la Terre, voilà, la vitesse de 11 km par seconde, c'est la vitesse d'échappement. Vous voyez, il y a une toute petite partie de la courbe ici qui est au-dessus de la vitesse d'échappement et qui a la possibilité de s'échapper. Après, si on chauffe un petit peu plus, eh ben on a une beaucoup plus grosse partie qui commence à s'échapper. Et donc, on est toujours dans un processus de Jeans. Mais là, quand on commence à chauffer énormément, et ben là, il y a une énorme partie de la courbe qui a moyen de s'échapper. Et en fait, on se rend compte que là, on est en train de créer un vent qui est en train de pousser les choses en dehors. Et là, on est vraiment quelque chose de très différent. Donc, on a du vent qui va pousser dehors. C'est ce qu'on appelle l'échappement hydrodynamique. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'échappe comme ça? C'est parce qu'on a du flux ultraviolet du soleil qui chauffe et qui permettent donc à nos atmosphères de s'échapper. Donc, bon, ça c'est les caractéristiques dont je vous ai déjà parlé. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on arrive à observer des planètes qui ont un échappement hydrodynamique, c'est-à-dire qu'on arrive à regarder leur étoile et on se rend compte que les gaz qui sont au niveau de l'exoplanète ne sont pas dans un état stable. Il y a une vitesse qui est donnée et le seul moyen vraiment de l'expliquer, c'est de dire qu'ils sont en échappement hydrodynamique. On a même vu des exoplanètes qui ressemblent vraiment à des comètes. Alors ça, c'est une vue un petit peu d'artistes de ce genre de planète, qui sont très très proches de leur étoile parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir échapper autant d'atmosphère. Alors vous voyez là, c'est l'atmosphère qui s'échappe, ça part un peu comme une queue de comète derrière. Et quand la planète passe devant son étoile, avec les télescopes, on observe la variation de lumière, premièrement de la planète, et ensuite de la queue cométaire.
Alors, on dirait que c'est pas important pour nous d'étudier l'échappement hydrodynamique parce que on n'en observe pas dans le système solaire. Mais en fait, on se rend compte que quand on va revenir dans le passé de notre étoile, ça va être un phénomène qui est extrêmement important au niveau de la jeune vie des atmosphères. Et après qu'on a le thermique, on a le non thermique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'échappement non thermique? Si on continue avec l'analogie avec le verre d'eau, c'est quelque chose d'autre. C'est pas dû à la chaleur, c'est pas dû à tout ce qu'il y a dans le verre au départ, mais il y a des phénomènes qui sont un peu bizarres et extérieurs qui vont agir. Donc voilà, là il y a le chat qui va venir et prendre l'eau. L'eau va disparaître, mais c'est pas dû à la température. Ou si on commence à avoir des bulles qui se forment par-dessous et qui vont pousser et qui vont le faire partir, c'est pas dû à la température, c'est dû à des processus différents. Et l'analogie ici, c'est poussé par un champ électrique, et c'est ce qui se passe sur Terre avec on verra les phénomènes de vent polaire. Alors, donc, il y a beaucoup de phénomènes bien précis qui font un processus non thermique. Alors, la définition exacte, c'est qu'on ne peut pas faire une maxwellienne, c'est-à-dire que quand on regarde la distribution des vitesses des particules, ce n'est pas la courbe bien lisse que j'ai montrée tout à l'heure, mais on a des choses un peu bizarres au niveau de la droite de la courbe, au niveau des vitesses rapides. Alors, il y a des choses comme ça dont on a l'habitude quand on fait un peu de physique. Par exemple, les lignes du spectre solaire. Ou alors, rien que de se dire qu'il y a des aurores boréales, ça, c'est un phénomène non thermique parce qu'il y a des électrons qui tombent et qui font ça. Les réactions chimiques peuvent aussi donner des énergies très, très importantes qui sont des processus non thermiques. Donc, de la photochimie, de l'accélération des champs électriques, des processus qu'on appelle des échanges de charges, ou rien que des systèmes de boules de billard. Quand on a des particules, par exemple du vent solaire, qui tapent sur l'atmosphère et qui envoient plein de molécules de l'atmosphère dans l'espace, c'est rien que du billard, mais c'est un processus non thermique, parce que ce n'est pas dû au chauffement par le soleil. Alors, je vais passer assez rapidement sur les prochaines diapositives. C'est vraiment des types d'échappements photochimiques qui sont, par exemple, très importants sur Mars. Quand on commence à avoir un ion qui se recombine et qui fait perdre de l'oxygène. Voilà, donc ça c'est de l'échappement pour une planète non magnétisée, un échappement d'ions, quelque chose de très rapide et qui est observé, qui est très 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 important. Mais en fait, il y a énormément de processus. Voilà, ça c'est toute la liste des processus que l'on a fait. Alors on a un gros papier là-dessus qui liste tout ça. Pour essayer de montrer que dans toutes les planètes et dans toutes les configurations, on arrive à détecter des échappements qui viennent de phénomènes différents et qu'en fait, en fonction de là où on est, on a vraiment des phénomènes très 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 très, très différents. Là sur Terre, on a l'échappement thermique, mais aussi on a des processus d'échange de charges. Bon, c'est un peu complexe, mais quand on crée un ion, il peut être totalement capturé par le champ magnétique, donc il ne s'échappe pas. Et donc ça fait penser à des gens que voilà, comme c'est capturé par le champ magnétique, il ne pourra jamais partir, donc le champ magnétique empêche l'échappement. Mais on se rend compte que quand il tape sur d'autres molécules, il peut échanger sa charge, donc c'est-à-dire récupérer un électron, devenir neutre, et là il part vraiment dans l'espace. Donc ce qu'on pensait qui était capturé par le champ magnétique, en fait a réussi à s'évader.
Et quand on arrive près des pôles, et ben là, on a des phénomènes extrêmement complexes qui arrivent. Donc, on arrive à créer un champ électrique. Et un champ électrique qui va en fait faire une espèce de... qui va aspirer ou qui va pousser par le bas les particules et qui vont partir à vraiment une vitesse phénoménale. Donc, bien qu'au niveau de l'équateur, il n'y ait pas beaucoup d'échappements sur Terre, quand on va au niveau des pôles, on a beaucoup d'échappements atmosphériques. Et donc, ça, c'est pour la Terre. Pour d'autres planètes qui, elles, n'ont pas de champ magnétique, on a beaucoup moins de création de ces champs électriques. C'est beaucoup moins présent, beaucoup moins fort. Mais par contre, on arrive à voir le vent solaire qui va directement taper sur l'atmosphère et donc créer de l'échappement de cette manière-là. Donc, un champ magnétique ou pas de champ magnétique, on arrive vraiment à modifier le type d'échappement, mais on a quand même de l'échappement. Alors, voilà un petit peu dans la précision ici. Là, j'ai refait tous les calculs là, pour préparer cette conférence parce que j'avais les valeurs en perte d'atomes par seconde et aussi en termes de perte d'atomes par seconde par centimètre carré, ce qui veut... Bon, voilà, c'est bien pour comparer avec les mesures, mais c'est vraiment pas très bien pour avoir une idée de ce que ça vaut et ce que ça fait. Alors voilà, la Terre, elle perd 50 000 tonnes d'hydrogène par an, soit 1,5 kg par seconde. Alors, c'est le phénomène de Jeans ou d'échange de charge et ça varie en fonction du vent solaire, la proportion entre l'un et l'autre, mais c'est toujours le même niveau par seconde. Et on perd 25 000 tonnes d'oxygène par an. Et il y a 20 ans, les gens auraient dit aurait dit que ça, c'était négligeable. Mais en fait, parce qu'on comprenait pas bien comment ça se passait. Maintenant, on sait comment ça marche. Voilà. Donc, Mars, en fait, elle perd la même quantité d'hydrogène et d'oxygène, mais par des processus totalement différents. Donc, toujours 1,5, 0,75. Vénus, par contre, perd beaucoup moins d'hydrogène parce que... Alors, tout à l'heure, on avait dit que Vénus était très froide, sa haute atmosphère était très froide, et ça lui permet de garder beaucoup plus d'hydrogène, et donc elle est obligée de le perdre par échange de charge, qui est beaucoup moins efficace sur Vénus que ce qu'elle aurait pu être, parce que en fonction de la température. Et on perd de l'ordre de 50 000 tonnes d'oxygène par échappement ionique et photochimique. Voilà. Je crois que j'aurais dû mettre 25 000 tonnes par contre. Alors, maintenant on va se poser une question. Quand on regarde le Soleil, on voit ce genre de phénomènes qui apparaissent. C'est-à-dire que le Soleil, je vais le remettre à plat. Le Soleil n'est pas du tout quelque chose de statique, c'est quelque chose de très 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 dynamique. Donc de temps en temps, il aura tendance à avoir des explosions à sa surface. Et ça va changer la manière dont les échappements vont arriver. Alors l'activité solaire, c'est donc des flares, ce qu'on appelle des éjections de masse coronale. Donc quand il y a des explosions qui envoient beaucoup de particules directement sur les planètes. On a ce qu'on appelle les Solar Energetic Particle Events, des événements de particules solaires ou stellaires. Donc c'est quand on a des particules extrêmement énergétiques qui vont taper sur les planètes. Et en fait, toute cette activité est très dépendante de la rotation de l'étoile. Donc, plus une étoile tourne vite sur elle-même, plus elle aura tendance à avoir de cette activité et plus elle aura tendance à impacter les atmosphères. Alors, on arrive à regarder un petit peu, voir les différents aspects pour comment ça se fait. Donc, les flares, quand on a un changement de température très, 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 très puissant et très localisé, ça chauffe et ça ionise.
Et donc, ça amplifie l'échappement thermique et l'échappement non thermique. Quand on a une éjection de masse coronale, on augmente le vent stellaire. Donc là, c'est des processus non thermiques qui vont arriver. Et pour les particules énergétiques, très énergétiques, et ben là, ça va plus arriver sur la basse atmosphère. Et ça va plutôt changer la chimie. Alors ça, c'est des phénomènes, c'est super intéressant. Et j'ai étudié un petit peu tout ça et on est en train d'écrire des gros papiers pour montrer qu'on arrive en fait à créer des molécules prébiotiques. Donc, c'est des molécules qui permettent de faire de l'apparition de la vie ou qui peuvent être utilisées par la vie. Et donc, ça change un petit peu les idées qu'on se fait sur l'influence du Soleil et des étoiles sur la chimie et la biochimie. Alors, quand on regarde dans le passé du Soleil, eh ben, on se rend compte qu'il devait tourner beaucoup plus vite. On ne sait pas trop la vitesse, mais on sait qu'il devait tourner beaucoup plus vite. Alors ça, c'est différentes courbes. C'est la luminosité du Soleil dans le passé, et on a beaucoup d'hypothèses. On ne sait pas trop comment était notre Soleil, mais on peut voir d'autres étoiles qui ont la même masse que le Soleil, et on peut regarder leur luminosité dans l'UV et les rayons X, et on a une idée de comment notre Soleil a dû évoluer. Et on se rend compte que ben voilà, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire que si on monte d'un cran comme ça, c'est 10 fois plus fort. Donc on est là à 10 fois, 100 fois plus fort dans les rayons UV et les rayons X. Et comme on a dit tout à l'heure que l'échappement, c'était de la température, c'était dû aux rayons UV et X, bah quand c'est 100 fois plus fort, et ben on augmente vraiment la température énormément. Alors, c'est pas linéaire. Linéaire, c'est-à-dire que c'est pas, on augmente 100 fois l'UV, on va augmenter 100 fois l'échappement, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'on augmentera la température, ce qui augmente bien sûr l'échappement, mais on va aussi permettre aux autres phénomènes d'échappement d'être beaucoup plus efficaces. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont à l'heure actuelle en train de travailler sur ces processus pour bien comprendre comment ils évoluent avec l'activité solaire, avec l'évolution de cette luminosité. Et c'est pas quelque chose de simple, parce que on se rend compte que dans le passé, les atmosphères planétaires étaient très différentes. Donc, il y a énormément de travaux qui sont là-dessus pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne. Et donc là, j'ai fait une petite annonce. C'est que moi, je fais partie d'une équipe qui s'appelle l'équipe d'Escape. C'est un télescope qu'on a proposé à la NASA, voilà, qui est sous la direction de Kevin France, qui travaille au Colorado. Et l'idée de ce télescope, c'est d'observer toutes les étoiles, les naines rouges, les naines K, et essayer de voir comment leur flux UV évolue à travers le temps, pour avoir une idée de la manière dont on peut ajouter à nos modèles les évolutions des étoiles, quelle est l'évolution moyenne, quelle est la probabilité d'être dans cette étape ou cette étape. Et on va avoir énormément d'objectifs vraiment d'étudier ces planètes, et pour pouvoir, avec les futurs télescopes, avoir une bonne idée de quelles sont les meilleures exoplanètes à étudier pour voir si elles sont habitables ou non. Parce que on va voir qu'il y en a certaines qui sont vraiment pas des bonnes exoplanètes à observer. Alors là, la question, c'est est-ce qu'on va avoir la chance de l'envoyer? Parce qu'on a été accepté à l'étape A, et maintenant va voir l'étape B. Et l'étape B, ça va être dans le prochain mois. On devra avoir les résultats, et donc c'est assez stressant, parce que ça peut vouloir dire que les 5 à 10 prochaines années de ma vie vont être vraiment changées à partir de juste cette décision.
Donc on va voir. Espérons que ce soit accepté, ce serait vraiment génial. Alors, on va revenir sur Mars et sur Vénus et sur la Terre et Mercure. Parce qu'on a beaucoup parlé de champs magnétiques dans le passé, dans le futur. Et donc, on va revenir un petit peu sur cette question de protection du champ magnétique. Parce que, en fait, quand on a parlé dans le passé de protection, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, bah oui, bah Vénus, elle n'a pas de champ magnétique, une atmosphère massive. La Terre, elle a un champ magnétique et une atmosphère massive aussi. Mais Mercure a un champ magnétique, pas d'atmosphère, et Mars, des restes de champ magnétique et une atmosphère très faible. On va dire que en pratique, on se rend compte que celles qui n'ont pas d'atmosphère sont celles qui ont une masse très faible, et celles qui ont une atmosphère ont une forte masse. Mais est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose de généralisable? Est-ce que la Terre sans champ magnétique serait la même chose? Et ça, c'est en fait la grosse question que beaucoup de gens ont. Et on sait que très probablement, il y a beaucoup de choses qui vont changer si on change ou pas ce champ magnétique. Mais bon, les résultats actuels avec Maven montrent que si on regarde les parties de Mars avec ou sans champ magnétique, on peut augmenter ou réduire légèrement l'échappement, mais c'est pas des niveaux fantastiques. Donc en fait, bien qu'on ait des phénomènes qui soient très différents, on se rend compte que champ magnétique ou pas champ magnétique, on peut avoir, on peut, si ça se trouve, n'avoir pas vraiment de modification sur l'échappement total. Mais bon, tout ça nécessite de faire plus de travaux. Et pour l'instant aussi, au niveau de la Terre, on n'a pas vraiment de preuves que l'échappement ait été plus fort lors des périodes d'inversion de champ magnétique, c'est-à-dire lorsque le champ magnétique terrestre était beaucoup plus faible. Alors, hop là, voilà, il y a le chat. Donc, rien n'est décisif, il faut encore travailler dessus, et en fait, ça se trouve, la question est très très mal posée. Mais moi, pour l'instant, à l'heure actuelle, moi, à chaque fois que quelqu'un me dit que le champ magnétique fait l'échappement martien, je dis non, 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 on n'en sait rien. C'est pas encore des choses qui ont été validées. Donc, Mars, dans tous les cas, son échappement, pourquoi elle a perdu l'atmosphère? C'est parce qu'elle est très, 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 très légère par rapport à la Terre ou Vénus. Ça, c'est vraiment le point qui est certain. Mais maintenant, avec nos modèles, qu'est-ce qui se passe si on mettait la Terre à la place de Proxima Centauri B? Ça, c'est aussi une question au niveau du champ magnétique. C'est-à-dire que la Terre, on sait vraiment comment la masse qu'elle a. On sait vraiment qu'elle est capable de garder une atmosphère. Donc, si on la mettait à la place d'une planète qui était habitable sur une autre étoile, une étoile de type naine rouge, et voir ce qui s'y passe. Parce que notre objectif, quand même, je le rappelle, c'est de voir si on est capable de détecter une planète habitable. Et les naines rouges, on verra que ce sont des objets très 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 bons en termes d'objectifs. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir une Terre avec les mêmes caractéristiques que la Terre dans la zone habitable de Proxima Centauri B? Alors là, on a fait un papier avec Catherine Garcia-Sage qui est sorti en 2017 où on a exactement fait ça. Alors, hop là. On a utilisé un système de vent polaire, c'est-à-dire on a un modèle qui s'appelle POM, Polar Wind Outflow Model. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on perd énormément d'oxygène à travers le vent polaire, donc avec des champs électriques qui poussaient l'oxygène vers le haut. Et bien, ça, on est capable de le calculer pour Proxima Centauri B.
Donc on a dû faire quelques hypothèses qui sont très simples et qui sont totalement réalistes. Et on a regardé comment on arrivait à perdre l'océan de la Terre. Alors ça, cette ligne-là, c'est perdre l'océan de la Terre. Et cette ligne-là, c'est la température de l'exosphère. On va dire qu'entre 2 et 3, voire même 4, c'est une bonne valeur. Et là, donc, ici, en 1 milliard d'années, on perd la totalité de l'océan terrestre. On voit que pour une température d'exosphère assez élevée, on la perd en quelques centaines de millions d'années, mais que même avec les températures réalistes, on est en train de perdre tous les océans de la Terre en juste 1 milliard d'années. Donc, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à garder notre atmosphère telle qu'elle est ici, on n'arrive pas à garder la Terre sur une période assez longue pour pouvoir l'observer. Donc, ça veut dire que bien que Proxima Centauri B soit une zone habitable, eh ben, ce n'est pas une zone où on est capable de garder une atmosphère terrestre. Donc pour nous, ce n'est pas une zone où on pourrait vivre normalement parce qu'on perdrait notre atmosphère, champ magnétique ou pas. Voilà. Et donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas de protection par champ magnétique là-bas. Mais est-ce qu'on pourrait changer l'atmosphère de manière à ce qu'elle ne soit pas perdue dans l'espace? Ça, c'est une question qui est très intéressante. Et est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça à observer? Et c'est là où on va arriver sur le télescope James Webb. Alors j'ai une petite vidéo ici à montrer. J'ai un petit peu baissé le son. Alors voilà, ça c'est le télescope qui vient juste d'arriver en Guyane. Alors j'espère que vous en avez entendu parler. Mais l'idée de ce télescope, c'est un observatoire dans l'infrarouge, donc vraiment qui permet de voir les zones les plus froides et qui permet vraiment d'observer ce qui est autour des étoiles rouges faibles et voir un petit peu comment les atmosphères, comment les planètes se sont coagulées et essayer de voir un petit peu si on arrive à avoir des atmosphères autour de planètes, autour d'autres étoiles. Alors le télescope est super pour observer beaucoup de choses. Il est capable de détecter des atmosphères, mais principalement autour d'étoiles rouges de type M, du fait de sa taille, du fait de la fréquence des passages de ces atmosphères devant l'étoile. Et on a calculé les types d'atmosphères qui seraient détectables. Et si on veut une atmosphère de type Terre, malheureusement, ça veut dire qu'on est obligé de l'avoir autour d'une étoile de type rouge, donc une étoile de type Proxima Centauri B. Et malheureusement, on a vu que Proxima Centauri B, ben, c'était quand même pas le meilleur endroit pour avoir une atmosphère de type terrestre qui survive. Donc voilà, c'est un petit peu le problème ici. Donc voilà. Donc, on espère quand même voir quelque chose d'intéressant. On espère quand même de voir qu'autour d'autres étoiles, on a quand même des atmosphères. Mais j'avoue être assez pessimiste sur ce point, puisque on a déjà fait des tests avec Spitzer pour des planètes de type rocheuse autour d'étoiles de type naine rouge, et puis on n'a pas vu, on a détecté qu'il n'y avait pas d'atmosphère. C'est ça le problème. Donc peut-être que James Webb ne sera pas le meilleur instrument pour détecter la vie autour d'autres étoiles. Mais quand je parle de vie, je parle de la vie telle qu'on la connaît. Et on arrivera à observer d'autres types de planètes, d'autres types d'exoplanètes, autour d'étoiles peut-être plus grosses, de type K. Et là, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et qui vont arriver avec nous.
Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai dit. Alors, un point assez important, là j'ai parlé de, comme on avait discuté tout à l'heure, au début de la conférence, je parlais de l'atmosphère qui s'échappait. On a aussi le dégazage, c'est-à-dire l'atmosphère qui provient des entrailles de la planète, qui sont sorties par volcanisme. Euh, Il y a une partie des personnes qui se disent que peut-être qu'on pourrait avoir une planète habitable s'il y avait un décalage assez important pour compenser l'échappement. Alors ça veut dire qu'il y a énormément de ce qu'on appelle les volatiles, donc de gaz qui se seraient bloqués dans la planète. Mais c'est une idée très intéressante et c'est pour ça que, bon, de toute manière, on va observer les exoplanètes autour des naines rouges avec James Webb et on verra s'il y a une atmosphère ou pas. Alors, maintenant, on va faire la dernière question de la journée. Hop là, je vais retourner sur les poules. Tadadam. Hop là. Fermer celui-là et je vais lancer celui-là. Alors maintenant, c'est la question vraiment très ouverte. Est-ce que le JWST va détecter de la vie sur d'autres planètes? On n'en sait rien. J'en doute fortement. Il faut mieux comprendre comment la vie s'est formée et Obi-Wan Kenobi. Parce qu'il fallait mettre Obi-Wan Kenobi. Alors pourquoi dire l'un, pourquoi dire l'autre, pourquoi dire il vaut mieux comprendre comment la vie s'est formée? Ça, c'est aussi une bonne question parce que bon, on a encore beaucoup de questions sur ces problèmes-là. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il fallait qu'on se posait la question sur le rôle de l'atmosphère sur l'apparition de la vie. On sait qu'on a de la vie ici et on sait qu'il y a une atmosphère. Donc on sait que la vie peut se former avec une atmosphère. La question, c'est toujours est-ce que aussi la vie peut se former sans atmosphère? Ça, c'est c'est assez complexe. Alors ça, c'est assez marrant parce que moi, je travaille beaucoup avec des gens qui disent que la vie nécessite une atmosphère. Je vous ai parlé tout à l'heure des études qu'on a faites sur comment arriver à faire de la chimie à partir de l'atmosphère et des étoiles. Mais j'ai d'autres collègues qui sont plus intéressés par l'apparition de la vie dans les océans, dans le volcanisme au niveau des fonds marins. C'est aussi une théorie très intéressante qui permettrait d'avoir de la vie, par exemple, dans les glaces d'Europe ou sur Encelade. C'est super intéressant. Et on a des arguments dans les deux sens. Alors bon, moi je suis quand même biaisé, hein. Je vais quand même dire qu'avec plus d'arguments pour dire que l'atmosphère c'est important que pour dire que ça marche bien dans l'océan. Un des gros problèmes qu'on a vu avec la vie dans l'océan, malheureusement, c'est que les fumeurs noirs, c'est des endroits qui fonctionnent. Il y a le volcanisme et quelques années plus tard, on y revient, le volcanisme a changé d'endroit. Est-ce que c'est suffisant pour faire apparaître de la vie? Je n'en sais rien. J'en n'en sais rien du tout. Et alors là, qu'est-ce que on va dire au niveau du pool? Ah oui, je vois que tout le monde a fait ses réponses. Hein. Hop là, on a dit, on n'en sait rien, j'en doute fortement. 22% les deux. 33%, il faut mieux comprendre comment la vie s'est formée. Et 22%, Obi-Wan Kenobi. Voilà. Donc voilà, c'était un peu c'était la question ouverte, hein, et effectivement, Obi-Wan Kenobi est une très bonne réponse aussi sur ce point. Mais on va voir, hein. Donc on verra dans quelques années ce que James Webb va sortir. Moi, je pense qu'on va trouver des choses intéressantes. On va, enfin, je l'espère, mais ça va être un petit peu comme le cas de Titan.
Parce que Titan, dans les années 60-70, on a commencé à l'observer correctement et on n'a rien compris parce qu'il y a énormément d'azote et de méthane et ça ne pouvait pas s'expliquer par les modèles. Et donc, les seules solutions, c'est de dire soit il y avait de la vie sur Titan, soit il y avait un grand océan de méthane et d'éthane. Et on comprend, il y a toujours des cas particuliers sur Titan, on ne comprend pas toujours très bien, il y a des déséquilibres chimiques. Mais on y va, et puis bon, ben voilà, ça ressemble pas vraiment à ce qu'on appellerait nous de la vie. Donc, on arrivera probablement à des situations comme ça, on va voir des choses qu'on ne comprend pas, et ça va faire du boulot pour des gens pendant des années. Et je suis très content par rapport à ça. Donc voilà, on en arrive aux conclusions. Ce que j'ai dit, c'est essentiel d'étudier l'échappement pour comprendre tous ces phénomènes d'astrobiologie. Et que malheureusement, avec James Webb, il y a quand même beaucoup de chances de voir des planètes on a peu de chances d'avoir des planètes avec une atmosphère terrestre autour des naines rouges. Et donc, voilà. Étudions. Et puis bon, voilà, j'ai fait un gros papier l'année dernière sur tout ce sujet-là. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller le voir, c'est sur Archive. Puis maintenant, je pense qu'on peut attaquer un petit peu plus les questions. Voilà. Merci d'avoir écouté. Puis je pense. Merci beaucoup à toi, Guillaume, d'avoir permis ces présentations d'un niveau un petit peu élevé quand même. Donc ça, c'est très chouette, félicitations. J'ai découvert plein de choses. Je te cacherai pas que j'ai pas tout compris non plus, mais voilà, je suis pas du tout astrophysicien. Mais je pense que parmi les personnes qui sont avec nous ce soir, il y a des gens qui avaient le niveau en tout cas et qui peuvent poser des questions. Vous avez la parole, vous pourrez réactiver votre micro. Il n'y a pas besoin de les mettre par écrit. Vous pourrez activer vos micros en cliquant sur le petit onglet qui s'appelle Activer le son. Et puis n'hésitez surtout pas s'il y a vraiment des points qui sont même qui semblent simples. J'ai essayé de présenter vraiment quelque chose de compliqué de la manière la plus simple que je pouvais, mais je peux aller plus loin et essayer de mieux expliquer. Est-ce que je peux commencer? Oui, allez-y. Oui, bonjour à tous. Déjà, je voulais dire bonjour au Club d'Astro, vu que ça me fait très plaisir de vous revoir et de voir que ça continue à fonctionner malgré les difficultés qu'il y avait eu l'année dernière. Moi, j'ai posé une question finalement assez simple parce que vous nous avez présenté les modèles pour estimer l'échappement de gaz. Et c'est quoi les méthodes que vous utilisez pour le mesurer? Pour la Terre, pour les planètes du système solaire et pour les exoplanètes? Alors oui, donc c'est des techniques vraiment très différentes. Pour la Terre et les planètes du système solaire, le plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des spectromètres de masse. En fait, ce sont des petits, des systèmes de ce genre-là qu'on va faire voler à côté d'une planète et qui vont permettre de compter le nombre d'atomes qui tombent dans le système. Ça permet de compter le nombre d'atomes et ça permet de savoir leur masse. Donc ça, c'est un type d'instrument. Et ensuite, on a des spectromètres ions qui, eux, permettent de voir quels sont les ions qui sont en train de s'échapper. Donc ça, c'est deux techniques qui sont vraiment standards pour voir l'échappement. C'est les instruments dont on parle très peu lors des missions spatiales parce que c'est vraiment spécifique à l'aéronomie et ça donne pas des belles images. Mais au final, par exemple, la sonde Juno là, qui est autour de Jupiter utilise ces instruments de manière principale. Ce sont les principaux instruments de cette sonde pour comprendre l'environnement jovien. Donc ça, c'est pour le système solaire. Il y a d'autres techniques, mais qui sont un peu plus particulières, dont je ne vais pas trop aller dans les détails.
pour les exoplanètes, bon, on ne peut pas vraiment prendre un instrument et le mettre dedans et mesurer. Donc, on est obligé de faire un petit peu de spectroscopie de très, très, très haut niveau. Donc, la spectroscopie, ça permet. Donc, c'est l'étude vraiment pour ceux qui ne connaissent pas cette étude, de la couleur des étoiles. Et en étant très, 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 très précis, on arrive à voir l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler, c'est ce qui fait que quand on a un camion de pompiers qui arrive vers nous, c'est aigu, et quand il part, c'est grave. On a la même chose avec la lumière. Et en regardant les gaz d'une planète, on arrive à déterminer leur vitesse en fonction de la manière dont les raies d'émission changent de forme. Donc, il y a une étude en Lyman alpha d'une exoplanète, et on en est arrivé à déterminer la vitesse d'échappement des gaz à partir de la forme de la courbe de l'arrêt de Lyman alpha en utilisant le télescope spatial Hubble. Donc ça, c'est le OSIRIS, c'est vers 2005. Et puis après, il y a eu des observations d'exoplanètes qui avaient leur queue de comète qui étaient devant leur étoile. Là, c'est un tout petit peu différent puisqu'on arrive à avoir une idée de la quantité. Et donc, en utilisant un modèle et en regardant les résultats, en faisant des comparaisons entre les deux, on arrive à avoir une idée des taux d'échappement. Ça, c'est un petit peu le problème de l'astronomie des exoplanètes, c'est qu'on est obligé d'utiliser des techniques très, 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 très avancées avec très, très, très peu de données pour pouvoir arriver à avoir des résultats corrects. Donc, pour le coup, je fais ma thèse dans ce sujet-là, donc je suis complètement d'accord avec vous. Oui. Ok, j'avais peut-être une autre question, mais j'ai pas envie d'accaparer tout le temps. Donc, s'il y en a qui ont des questions, allez-y. Je vois sur le chat que quelqu'un me demande si je vais faire une conférence en France. Peut-être dans quelques temps. C'est pas prévu pour l'instant. Comme malheureusement c'est un petit peu difficile les déplacements ces temps-ci. Mais j'espère avoir un jour pouvoir passer on va dire avoir un bon timing, parce que généralement quand je viens, c'est soit au niveau des fêtes de Noël, soit au niveau de l'été, donc c'est vraiment pas le meilleur. Quand tout le monde est en vacances, c'est pas vraiment le meilleur moyen de faire des conférences. Donc il faudrait que je vienne, soit au printemps, soit en automne, une année. Tu es toujours le bienvenu chez nous, Guillaume. Merci. Même si pour l'instant on n'a pas de local où se retrouver, mais on trouvera une solution. Ouais, ok. Oui, je peux toujours discuter aussi avec l'observatoire. Ils doivent. Oui. Ils seront toujours contents de faire quelque chose. Bien sûr, ah oui. Du coup, je peux peut-être poser une question. Pour les lunes, typiquement comme Titan, est-ce que la présence de Saturne vient mettre le bazar? Est-ce que ça aide à conserver l'atmosphère ou est-ce que ça aide à ce qu'elle s'échappe? Ouais, alors ça, c'est une grosse question. Et ça c'en est une grosse. En fait, ça fout le bazar. C'est le plus simple de dire ça comme ça. On se rend compte quand même qu'au niveau de Titan, le fait d'avoir Saturne autour, ça veut dire on a beaucoup plus de particules qui vont impacter la planète quand elle traverse les ceintures de radiation. Donc ça pourrait mettre plus d'échappement. Mais quand on regarde les modèles, quand on regarde la durée de vie, il y a beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de bêtises sur Titan. Et donc moi, je vais dire que ça risque d'augmenter un petit peu l'échappement, mais pas trop. Donc,
Mais j'aimerais bien avoir une Titan qui soit un petit peu en dehors de Saturne pour voir ce que ça fait. Parce que on ne peut pas comparer Titan directement avec Mars au niveau de l'échappement. Parce que malheureusement, Mars est beaucoup plus près du Soleil, donc subit beaucoup plus tout ce qui est échange thermique avec le Soleil. Alors, quand on va regarder sur les détails un peu plus particuliers, on a une courbe, d'atmosphère en fonction de du flux UV subi par la planète ou le satellite. Et on se rend compte que quand on fait cette courbe, dire il y a une atmosphère, il n'y a pas d'atmosphère, eh ben, juste l'ultraviolet permet d'expliquer ou non la présence d'une atmosphère. Il n'y a pas besoin de trop regarder les autres champs électriques, magnétiques. L'ultraviolet, ça marche très 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 bien pour les planètes du système solaire. Après, pour des planètes très particulières autour d'étoiles de type M, ça peut être différent. Et c'est là où il faut vraiment faire les mesures et travailler. Mais au niveau du système solaire, bon, on se rend compte que bien qu'il y ait un petit peu d'influence, c'est pas ce qui est crucial. D'accord, merci. Voilà, je pense qu'on... Ouais, j'ai juste une question sur les chiffres que tu as montré tout à l'heure sur la quantité d'hydrogène qui partait par an pour la Terre. C'était quoi? C'était 50 000 tonnes déjà, je crois, Exactement, ouais. Voilà. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Non, c'est au final, c'est pas beaucoup. Il y a énormément d'hydrogène sur Terre. J'ai pas fait le calcul que j'aurais dû, mais Est-ce que c'est... c'est à peu près équivalent à ce qui est régénéré par ionisation dans les autres atmosphères ou pas? Non, 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 ça c'est vraiment perdu. Il y en a un petit peu qui revient, donc en termes du vent solaire, ce genre de choses, mais non, c'est... Alors bon, 50 000 tonnes, c'est pas énorme, et c'est pas énorme quand on pense à tout ce qu'il y a sur Terre, par contre. Hein. C'est vraiment négligeable. Alors, je pourrais peut-être faire une recherche très rapide de savoir de la masse d'eau sur Terre. Ce serait marrant à voir, mais Oui, mais typiquement, si on a une espèce de super protubérance solaire qui vient nous chatouiller un petit peu, tu vois, est-ce que ça, ça peut Ben, influencer? Mauvais scénario de film américain, évidemment, mais ouais. En fait, au niveau de l'hydrogène, ben non, ça peut pas, parce que l'hydrogène, on est en train de le perdre en ce qu'on appelle en diffusion limite. Ça veut dire que l'hydrogène qu'on a, c'est de l'hydrogène qui est dans l'atmosphère. Il faut déjà casser les molécules d'eau, mais en plus, il faut que cet hydrogène monte au niveau de la haute atmosphère. Et faire monter cet hydrogène, ça prend du temps parce que voilà, il y a du froid, ça bloque, etc., etc. Donc, ce qui arrive à l'heure actuelle, c'est que tout l'hydrogène qui arrive dans la haute atmosphère, il s'échappe directement. Et en fait, la limite, c'est ce qu'on arrive à en produire. Et qu'on ait une énorme éruption solaire, ben, ça ne reproduira pas plus d'hydrogène là. Mais, euh, mais bon, par contre, on risque de perdre un tout petit peu on risque de perdre un tout petit peu d'oxygène. Mais c'est pareil, après, il faut aussi le faire monter parce qu'on est en dioxygène, pas en oxygène pur, donc il faut ioniser. Ça prend du temps et bon, c'est difficile. Donc, on en perd. On en perd et on en perd plus quand il y a ça, mais sinon, voilà. Alors, l'eau sur Terre, c'est 3 milliards de tonnes. Donc, bon, ben voilà.
On en a en milliards, 2 milliards. Ça me rassure, merci. Et puis après, il y a aussi l'hydrogène qui n'est pas uniquement de l'eau, mais qui provient du centre qui provient du manteau, du dégazage et compagnie. Parce que là, je crois que ce 3 milliards, 2 milliards, c'est de l'eau liquide. Mais on se rend compte qu'il y a énormément aussi d'eau qui est dans le manteau et qui revient par échange entre le manteau et la surface. Donc ça fait aussi partie des choses compliquées. Voilà. Bien, si on n'a plus de questions, plus d'autres questions, eh bien, merci beaucoup Guillaume, merci à tous d'avoir été présents cette fin de journée avec nous. Ça fait plaisir de retrouver un petit peu une vie d'astronome. Alors, même si c'est qu'en visio, c'est toujours sympathique de retrouver des gens qui sont passés par la MJC à une époque et qui maintenant sont devenus des professionnels mondialement connus, on va dire, reconnus en tout cas. Non, voilà, c'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un comme ça. Donc, ça nous ferait plaisir de te voir, effectivement, si tu passes dans le coin de ces quatre. Viens nous faire coucou. Tu seras toujours le bienvenu. Pas de souci, pas de souci. Jacques, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, merci Guillaume pour cette présentation. Il faut espérer qu'on pourra éventuellement t'avoir in vivo. Ça sera encore plus sympa. Mais voilà, très bien. Quoi d'autre? Nous, on fera un débrief, je pense, mardi. Je verrai un lien pour un débrief mardi soir. Eh bien, Guillaume, n'hésite vraiment pas à nous tenir au courant de l'avancée de tes projets, notamment tes prochaines réponses que tu attends rapidement. Ouais, j'espère. On va essayer de suivre ça aussi. Eh bien, on te souhaite un très bon week-end. Profite bien du soleil par chez toi. Ouais, merci. Et puis, au plaisir de tous vous revoir. Ok. Bye Ciao. bye, à bientôt. Guillaume. Et merci encore, Guillaume. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne Bye journée, au revoir. Bye. Bye bye. Bon courage pour le projet Merci, Guillaume. Escape. Yes. Ouais, tiens-nous au courant pour Escape.